Bonjour à tous, je suis donc Vincent Rondeau, le directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Et je dois dire que c'est un grand plaisir, aussi un grand honneur de pouvoir m'adresser à vous depuis mon bureau au musée du Louvre, depuis le palais du musée du Louvre au cœur de Paris, pour vous parler de nos projets en Égypte à l'occasion de la journée du 14 juillet, de la fête nationale. C'est une opportunité rare qui nous est offerte et pour le moment tout à fait originale pour nous, jamais vue, d'être présent parmi vous depuis Paris pour vous parler de l'Égypte ancienne. Vous l'avez appris peut-être par la presse, le Louvre va réouvrir ses salles le 6 juillet aux visiteurs. Donc nous sommes très occupés actuellement, au moment où nous enregistrons cette communication. Nous sommes très occupés à préparer le palais et ses collections à la visite à nouveau après le confinement dû au Covid-19. Ce Covid-19, vous l'avez sans doute su, nous a interrompu notre mission de fouille au Sérapéum de Saqqara. Et je dois dire là-dessus que cette pandémie a été vraiment un coup de tonnerre pour tout le monde, bien sûr. Mais pour un projet comme celui-là, auquel nous travaillons depuis des années, ça a été un coup du sort que de devoir l'interrompre alors que nous étions au travail avec nos collègues égyptiens sur le plateau de Saqqara depuis une grosse semaine déjà. En tout cas, ce que je voudrais pouvoir vous dire aujourd'hui, c'est l'intérêt que représente pour nous la reprise d'un programme ambitieux comme celui-là, parce que on est plusieurs à s'en souvenir aujourd'hui, à le savoir. Les fouilles scientifiques en archéologie égyptienne, l'égyptologie savante, elle a commencé bien sûr avec la découverte des hiéroglyphes, qui était une exigence première, mais elles ont commencé également, ces fouilles scientifiques, avec l'action de Mariette. Et Auguste Mariette, c'est de lui dont il va s'agir maintenant, a été celui qui, le premier, s'est intéressé au Sérapéum et a compris qu'on pouvait en savoir plus scientifiquement sur le Sérapéum en fouillant. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, et avant que l'archéologie ne prenne une plus grande ampleur en Égypte à la suite des entreprises qui avaient lieu déjà en Grèce ou ailleurs, Auguste Mariette a été un des tout premiers à jeter les bases de l'archéologie scientifique en Égypte. Et il l'a fait au Sérapéum. Donc, si vous voulez reprendre des fouilles sur ce site, dans les tombeaux des taureaux dits sacrés du dieu Ptah de Memphis, c'est renouer d'une certaine façon avec les sources mêmes de l'archéologie égyptienne en Égypte. Mariette, nous sommes dans les années 1851, est envoyée par le gouvernement français. Et l'histoire raconte que l'argent qui lui avait été confié pour ses travaux et ses acquisitions d'antiquités n'a pas pu être dépensé alors. Et c'est en quelque sorte désœuvré qu'il a considéré qu'il pouvait occuper son temps à entreprendre des recherches sur le plateau de Saqqara. Il faut bien imaginer qu'à l'époque, il est à une journée de route du Caire. Hein. On a besoin d'une journée entière pour s'y rendre. Ce n'est pas au bout de l'avenue des Pyramides et par quelques kilomètres vers le sud qu'on atteint le plateau de Saqqara. Donc, cette plaine des momies, comme on l'appelle à l'époque, est éloignée, très isolée et beaucoup exploitée pour ses antiquités par les populations qui y vivent. Et c'est dans ce contexte donc d'apparition notamment de sphinx, de statues de sphinx, que Mariette fait un lien avec les descriptions antiques par les géographes antiques classiques, notamment Strabon. Il fait le lien entre les descriptions de ces auteurs grecs et la réalité archéologique de ces sphinx. Et il décide d'enquêter plus loin en engageant des fouilles.
Et c'est là qu'il va faire cette découverte absolument extraordinaire des souterrains dans lesquels les anciens Égyptiens inhumaient les taureaux sacrés qu'ils dédiaient au dieu Ptah de Memphis. Ils ont développé cette pratique qui a été étrange aux yeux de l'Europe, hein, à commencer par les Grecs et les Romains, qui ont été très étonnés par cette façon de faire. Les anciens Égyptiens avaient pris l'habitude d'enterrer le taureau sacré du dieu Ptah à partir du règne d'Aménophis III, le grand-père de Toutankhamon, le père d'Akhénaton, donc un règne clé de l'histoire de l'Égypte ancienne. Et Mariette, précisément, fouille des séries de tombes qui, là, ne sont pas enterrées, ne sont pas souterraines, mais à la surface, et il découvre ces toutes premières inhumations qui datent du règne d'Aménophis III, avec tout un matériel étonnant, somme toute très bien conservé, et qui va lui permettre en quelques semaines, quelques mois de travail, d'accumuler une documentation considérable sur l'histoire de l'Égypte ancienne, parce que ces tombes, pour la raison qu'elles sont organisées par les pharaons, ces tombes nous donnent des renseignements historiques fondamentaux. Tout simplement par le fait qu'on indique dans des stèles à quelle date dans le règne de quel roi est mort quel taureau Apis. Et du coup, comme l'on donne les années de règne, les mois, les saisons, les mois et les jours du roi sous lequel le taureau est mort, on a en quelque sorte une espèce de calendrier qui se constitue, stèle officielle après stèle officielle, de la chronologie des souverains des pharaons. Et donc ça, Mariette le comprend immédiatement. Il comprend qu'avec cette fouille, non seulement il en apprendra beaucoup sur la capitale de l'Égypte, hein, la capitale de l'Égypte, c'est Memphis, elle est à la pointe du delta, c'est le grand port économique du pays, c'est la capitale administrative, c'est plus ou moins la ville la plus importante de l'État pharaonique tout au long de son histoire. Donc, non seulement on apprend sur le fonctionnement administratif de cette ville, son fonctionnement religieux, mais aussi sur la chronologie des souverains. Et donc, historiquement, ces fouilles durent de 1851 à 1854 et sortent un très grand nombre d'objets, notamment des stèles. Ces stèles dont je vous parle. Il y a des stèles royales, mais il y a aussi des stèles privées, qui sont au nom des personnages, des grands personnages, ou des personnages moins importants d'ailleurs, qui faisaient partie du clergé de ce dieu Ptah, et qui avaient l'occasion de se rendre à Saqqara, et qui venaient faire leur dévotion dans les tombes, sur les tombes des taureaux Apis. Et donc voilà toute cette documentation qui apparaît sous la pioche des ouvriers de Mariette. À l'époque est organisé le premier ou le proto-partage, puisque ce sera, on le sait, une des façons, une des dispositions mises en place par le service d'antiquité égyptien, le partage de fouilles. À l'époque est organisé ce premier partage entre le musée du Caire qui est en train de se créer à Boulak, il n'est pas encore à la place Tahrir, mais en tout cas le premier partage entre le musée de Boulak et le musée du Louvre. Et c'est ainsi que 6000 objets viennent à Paris provenant des fouilles de Mariette au Sérapéum. 6000 objets, c'est un chiffre considérable et qui représente à peu près 10% des collections du Louvre, des collections égyptiennes du musée du Louvre. 10%, c'est dire l'importance de cette collection à l'intérieur de la collection d'antiquités pharaoniques à Paris. Mariette publie ses fouilles, ses successeurs publient ce qu'il n'a pas pu publier, je pense surtout à Maspero, mais il y en a eu d'autres, et progressivement, l'importance des acquis historiques permis par les travaux de Mariette
devient l'un des épisodes les plus fameux des débuts de l'archéologie égyptienne et un des épisodes les plus fameux de l'archéologie égyptienne tout court. Fondamental, il faut insister sur cet adjectif, du Sérapéum pour notre connaissance de l'histoire de l'Égypte ancienne. Et cet intérêt-là, le docteur Mohamed Ibrahim Ali, professeur à l'université de Ain Shams et ancien ministre des Antiquités égyptiennes, l'a très bien compris lui-même à l'époque où il était directeur des Antiquités de Saqqara. Il a été le premier après Mariette et le dernier archéologue dans les années 1985-1986 à reprendre des fouilles là où Mariette les avait laissées dans les petits souterrains du Sérapéum. Parce que les grands souterrains, on les connaît, on les visite. Ils ont été entièrement ou presque entièrement fouillés par Mariette et le professeur Mohamed Ibrahim Ali a rajouté quelques compléments par ses propres fouilles aux fouilles de Mariette dans les grands souterrains, qui sont encore une fois visités par les touristes aujourd'hui. Les petits souterrains, en revanche, restent inaccessibles, que ce soit aux touristes, ça va sans dire, mais même aux archéologues, parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles, leurs pierres, la roche dans laquelle ils sont taillés est beaucoup plus fragile que les grands souterrains et ils menacent de s'écrouler. Et donc, c'est la raison pour laquelle Mariette avait dû s'arrêter. Et c'est la raison pour laquelle le professeur Mohamed Ibrahim Ali a dû s'arrêter lui aussi. Et du coup, il était clair et évident pour tout le monde qu'on ne pourrait reprendre des fouilles au Sérapéum que si l'on pouvait disposer du mécénat compétent pour soutenir, pour consolider les souterrains avant même de pouvoir fouiller l'intérieur de ces souterrains. Et quelle société française plus compétente dans ce domaine, à quelle société française pouvait-on penser plutôt qu'à celle qui actuellement construit le métro du Caire, la deuxième tranche du métro du Caire. Je pense bien sûr à Vinci Construction, qui est actuellement en charge du métro. Et c'est ainsi que des négociations ont pu être engagées auprès du ministère des Antiquités égyptiennes, auprès de Vinci Construction, comme de Vinci à Paris, auprès de ces différentes institutions pour voir quel accord nous pourrions trouver pour s'engager ensemble dans l'entreprise. Et au bout de quelques années, qui étaient tout à fait nécessaires à se bien comprendre, à se mettre d'accord, nous avons pu lancer l'opération avec le soutien, le mécénat, comme on dit aujourd'hui, le mécénat de compétences de Vinci pour le soutènement, les études en vue du soutènement de ces souterrains. Et c'est donc la première campagne qui a eu lieu fin avril et qui s'est trouvée brutalement interrompue par la pandémie. Alors, en quoi consistait-elle cette première campagne? Il s'agissait pour nous de préparer le terrain, archéologiquement parlant, s'entend, aux ingénieurs de Vinci, de façon à ce qu'ils puissent intervenir dans un terrain libre des antiquités, et donc où les antiquités ne courraient pas de risque. Ils pourraient intervenir pour faire les études de géophysique, les études de géomorphologie dont ils ont besoin pour pouvoir proposer un protocole de consolidation de ces souterrains. Les hypothèses existent déjà, on a déjà des idées, il y a déjà eu des premières observations qui ont été faites et on a déjà une idée générale de ce que pourront être les conditions de l'intervention. Mais maintenant, désormais, il faut préciser tout cela et s'assurer que la méthode qui sera proposée au service à la section des projets du ministère des Antiquités sera la bonne et sera celle qui permettra de consolider la roche sans faire courir le moindre risque, bien évidemment, aux antiquités qui se trouvent dessous et qui sont encore intactes, enfin si l'on peut dire, qui sont
gelé, comme on dit, scellé, hein, on emploie ce mot-là en archéologie, on dit quand on a un sol scellé, ça veut dire qu'il est dans l'état où l'a laissé l'Antiquité. Et donc voilà, nous en sommes à cette phase de préparation du terrain de façon à ce que les ingénieurs de Vinci puissent intervenir pour analyser la meilleure solution à retenir pour la consolidation de ces souterrains. Donc, interruption il y a eu, vous allez voir dans ce document que nous enregistrons l'état du rangement, de la documentation à laquelle nous avons procédé pour classer tous les matériaux archéologiques qui se trouvent encore dans les petits souterrains et pour pouvoir laisser le champ libre, donc, à des ingénieurs qui ne sont pas archéologues et qui doivent pouvoir intervenir en toute sécurité dans cet endroit réputé dangereux. Nous faisons toute cette opération en étroite collaboration avec nos collègues du ministère des Antiquités, de la direction de l'inspectorat de Saqqara, avec nos collègues de l'université de Ain Shams, le professeur Mohamed Ibrahim Ali et les membres de son équipe, mais également avec l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, qui nous a permis les premières enquêtes topographiques de terrain qui sont indispensables, et enfin avec l'université de Lille, dont le professeur Didier Devauchel se trouve être le spécialiste des textes du Sérapéum de Memphis. Et donc, la personne, avec son équipe, qui sera à même d'exploiter la masse considérable d'inscriptions qui ne manqueront pas d'être découvertes pendant cette fouille. Nous prévoyons donc, dès que les frontières seront rouvertes, dès que les autorisations auront été accordées par la sécurité égyptienne, nous prévoyons donc de reprendre là où nous l'avons laissé ce travail de préparation du site pour les ingénieurs de Vinci, et nous espérons bien, si tout cela, toutes les choses se passent comme nous le souhaitons, nous espérons bien pouvoir être de nouveau au Sérapéum avant la fin de l'année, de façon à reprendre ce travail et à continuer cette préparation du site à l'intervention des ingénieurs.